Salut les mélomanes et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de l'intermezzo consacrée à Mozart. Aujourd'hui, bon, c'est délicat, parce qu'on va parler plutôt de la fin de la vie de Mozart. Alors il y a eu quelques petits soucis, notamment son décès, qui est regrettable, mais ça n'allait pas tip-top pour Mozart lors de ses 4-5 dernières années de sa vie. Pourtant, adulé à ses débuts à Vienne, le public va petit à petit se désintéresser de la musique et même du personnage de Mozart. Peut-être parce que Mozart est allé dans des territoires que même les Viennois n'étaient pas prêts à explorer. C'est donc le moment de se plonger dans l'intimité du compositeur. Mais c'est dégueulasse! Jusqu'à ses œuvres les plus visionnaires. C'est parti. Commençons avec ce que Mozart appréciera beaucoup faire au fur et à mesure des années, des petites pièces pour piano isolées. Et comme pour sa fantaisie en ré mineur, qu'on a vu dans ma précédente vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu... Non mais qui commence une vidéo en 3 parties par la 3ème partie en fait? Ouais, c'est pas faux, ouais. Ah mais tu dis plus de conneries toi maintenant, t'as progressé dis donc. Impressionnant. Et 1787 est clairement l'année où Mozart commence à se sentir de plus en plus seul. Après ce qui est finalement devenu un échec avec son opéra pourtant extraordinaire Les Noces de Figaro, l'idylle entre Mozart et les Viennois semble s'éloigner. Et puis en mai 1787, son père Léopold décède à l'âge de 68 ans. Et donc l'œuvre que j'ai choisie aujourd'hui, le rondo en la mineur, alors même s'il est écrit 2 mois avant la mort de Léopold, vient ponctuer une année difficile pour Mozart. En proie aux dettes, au désamour du public, la perte de son 3e enfant, jusqu'à la situation compliquée avec son père, on ne se parlait plus depuis plusieurs mois, et j'en passe. Oui! Non mais c'est pas le moment là. Non. Mozart semble en proie au doute. Et lui, il nous sort une œuvre qui a facile une 30aine d'années d'avance. Anticipant complètement le style de Schubert, et par là même le courant romantique, ce rondo est juste tellement intime. Pas évident quand on pense à du Mozart. Délire avec l'adagio en si mineur. Dis-le, si tu veux faire de la récup dans ta propre vidéo, vas-y. C'est pas exactement pareil, non. Enfin, à part le côté page de journal intime, si. Puis le côté visionnaire aussi. Ah bah, voilà. Mais c'est quoi qui change en fait? Si, le style. Avec le rondo en la mineur, on était sur du pré-Schubertien, on peut dire. What? Bro, what are you talking about, man? Enfin, du Schubert avant l'heure, quoi. Sauf qu'avec l'adagio en si mineur, on est sur du pré-beethovenien. On commence avec une intro. Dans la solitude la plus profonde. Même la mélodie est seule. Puis vient l'accompagnement. Le thème arrive. Et puis il y a ce pic de douleur et pas. Ah ça, tu veux que je te laisse, non? Le thème, donc. Et ce qui fait de cette pièce une sorte d'accès anticipé de la musique de Beethoven finalement, c'est que le thème va avoir des humeurs différentes. Ce qui sera d'ailleurs la grande marque de fabrique chez Beethoven, la transformation d'un seul et même matériau. Nous avions connu ce thème triste. Nous l'avons maintenant joyeux. Jusqu'à ce que tout d'un coup... Et ce coup de théâtre nous ramène au thème initial.
Cet adagio en si mineur de Mozart, au final, c'est un peu le chaînon manquant entre la fin du classicisme, avec un de ses mouvements caractéristiques, le Sturm und Drang, qui voulait faire de la musique un drame. Alors pas un drame dans le sens... Genre les bronzés 3, non? Voilà, mais plutôt un drame dans le sens action, avec des rebondissements et tout et tout. Moi, je sais Die Hard. Je disais donc, le chaînon manquant entre la musique de Mozart et la musique de Beethoven. Toujours pensé pour surprendre, justement, l'auditeur. Jesus fucking fuck! L'inverse d'une musique de fond, en gros. Hein. Récup aussi. Quoi? Ah ouais, non, mais t'en as déjà parlé dans ta vidéo top 10 machin quoi tu raccordes, là je sais pas quoi là. D'ailleurs, permets-moi de te rappeler que monsieur fait des top 10, ça y est. Hein? Oui, alors, alors en fait, non. Parce que si tu te rappelais bien, à l'époque, j'avais parlé que de l'adagio. Hein. J'avais pas parlé de la fugue. Sauf qu'on va faire ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas récup. Ok. Bref, vous vous rappelez dans la deuxième partie quand je vous parlais du contrepoint chez Mozart? Non, parce que c'était il y a 6 mois, mais c'était surtout pour parler de cette œuvre en particulier. Ouais, quand même. L'adagio, lui, date de 1788, mais la fugue est en réalité une vieille fugue. Enfin, vieille, c'était genre 5 ans avant. Hein. Mais à l'échelle de Mozart, c'est énorme. Il a en fait transcrit une fugue à l'origine pour 2 pianos en une fugue pour quatuor à cordes. Et même si elle date un peu, je l'adore cette fugue. Voilà, je l'adore, c'est dit. Alors on y retrouve encore une fois l'influence d'Handel, toujours lui, hein, avec ses rythmes pointés et sa tonalité mineure, ce qui donne cet aspect très dramatique, comme les bronzés 3. Hein. Il est plus là. Allez, on s'écoute ça parce que bon, moi j'en peux plus. Hein, voilà. 1789 est une année difficile pour Mozart. Et pas que pour lui, hein, parce que je sais pas si vous avez entendu parler de la putain de Révolution française. Non? Je vous dis rien. Alors même si ça n'a aucun rapport avec la vidéo hein, en soi, Mozart n'a plus aucune commande de l'année. Il en reçoit uniquement une pour son opéra Così fan tutte en toute fin d'année. Donc bon, fallait qu'il vive un petit peu sur ses économies. Ah non, autant pour moi, Mozart a déjà tout craqué, donc là... Période assez compliquée donc pour le compositeur, cependant un beau projet pointe le bout de son nez en septembre, et ce grâce à son ami Anton Stadler. Il est ni plus ni moins que le plus grand interprète du corps de basset et de la clarinette à son époque. Mozart a tout de suite été très fan de ces instruments et par les mêmes est devenu extrêmement proche de Stadler au fur et à mesure des années. Ce que Constance n'appréciait pas trop, hein. Ce qui l'emmenait dans pas mal de beuveries, pas mal de soirées, et bon bah ouais, pour vous faire des ça, hein. Bah, elle n'était pas invitée, voilà. Bref, Mozart commence donc à écrire en 1786 l'une des pièces majeures de la musique de chambre pour ces instruments-là, avec le trio des quilles. Quoi, ça existait le bowling du temps de Mozart, non? C'est d'ailleurs pour Stadler qu'il écrira quelques années plus tard, limite son œuvre la plus connue pour clarinette, avec le concerto, que vous connaissez par cœur. Pas besoin de vous mettre un extrait. Non. Non. Bon allez, si, allez, un tout petit. Voilà. Mais avant ça, on a eu droit à l'une des plus belles pages de toute la musique de chambre de Mozart, le quintet pour clarinette. Composé en moins de 3 jours. Ah, 3 jours? Bah attends, moi en 3 jours, j'ai même pas le temps de finir ma mission Hitman, quoi. Ouais, l'œuvre est juste tellement riche. Que ce soit dans la variété des thèmes, des accompagnements, des danses, des variations, et j'en parlerai une autre fois. Je suis tout seul. Mais tenez, prenez le deuxième mouvement où là, le temps me semble complètement suspendu.
Et puis je voulais placer mon petit chouchou, hein, mon thème préféré du quintet, avec le second thème du premier mouvement. Et c'est déjà le dernier morceau. Disappointed! Et j'ai décidé de prendre un morceau connu ou pas connu, à la limite, on s'en fout. M'en bat les couilles. Mozart en juin 1791, c'est-à-dire qu'il lui reste que à peine 6 mois à vivre, et même si la thèse officielle de sa mort reste encore et toujours un sujet à débat, ces derniers mois sont durs. Super durs. Réduit à composer des menuets et des danses pour pas un rond, il écrira d'ailleurs « Trop pour ce que j'ai fait, pas assez pour ce que j'aurais pu faire ». Et ça, je pense, j'en sais rien en soi, mais Mozart a dû avoir ce sentiment-là toute sa vie. Il s'est même considérablement renforcé lors de ces dernières années. Un manque de reconnaissance évident quand on sait le talent et le génie de cet homme-là. Des œuvres visionnaires, une liberté artistique en lui, l'envie de faire les choses en grand, de faire les choses qu'il voulait. Et Mozart n'a pas pu goûter à tout cela. Le décès de l'empereur Joseph II, pour lequel il avait beaucoup d'estime, et le départ pour Londres de Joseph Haydn en 1790, n'ont certainement pas arrangé les choses, puisqu'il perd coup sur coup son principal mécène, parce que les commandes de l'opéra venaient principalement de l'empereur, et son père spirituel en la personne de Joseph Haydn, donc son mentor, son Obi-Wan Kenobi, j'ai envie de dire. Hein. Et lorsque ce dernier apprendra donc la mort de Mozart, il dira « Nous étions comme des frères! » Non pas ça, il dira « J'ai été longtemps hors de moi à la nouvelle de la mort de Mozart, et je ne pouvais croire que la Providence ait si vite rappelé dans notre monde un homme aussi irremplaçable. » Et autre souci, le couple qu'il formait avec Constance ne s'améliorait pas. Des soucis de santé la poussaient à faire des cures à Baden assez régulièrement. Ou bien peut-être pour y voir quelqu'un, hein, on ne sait pas. En tout cas, Mozart restait de plus en plus seul, épuisé par tout le travail qui l'attendait, et régulièrement malade. Mais c'est au plus mal qu'il écrira ses plus beaux chefs-d'œuvre, comme en témoigne, allez, en l'espace de 4 mois, La Flûte enchantée, La Clémence de Titus, le concerto pour clarinette, dont on a déjà parlé, et pour finir, bien sûr, le Requiem. Ayant fini d'écrire La Flûte enchantée, Mozart est allé rendre visite à sa femme, enceinte de 8 mois à l'époque, à la station thermale de Baden. Et c'est finalement composé en un après-midi qu'il décide d'offrir à son ami Anton Stoll, directeur du chœur de la paroisse de Baden, cet Ave Verum Corpus. Une œuvre, mais... Non, mais il n'y a plus de mots là pour ça. Là. Ah, bah tu vois, tu l'aimes bien ce Mozart, finalement. Voilà cette vidéo en 3 parties sur la vie et l'œuvre de Mozart, hein, l'intermezzo, hein, la grande saga de l'internet est désormais terminée, en tout cas pour ce qui concerne Mozart, parce qu'il y aura d'autres compositeurs qui vont venir, notamment les 2 prochains, allez, je peux vous les donner parce que... Hein. J'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas j'ai adoré le faire, alors même si bon il y a eu du déménagement, il y a eu mon boulot qui m'a pris une bonne partie de l'année, il y a eu la radio, etc. et je voulais pas faire les choses précipitamment. Je voulais quand même faire une belle vidéo, donc c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps que prévu à arriver. Comme d'hab, la playlist est maintenant définitive, mais en plus disponible dans la description, là, en bas de l'écran, là. Ouais, si, littéralement, là, littéralement. Tu vois, là, il y a les petits j'aime, là, il y a les petits j'aime, là, ça c'est bien. Il y a les j'aime pas, mais il y a les j'aime surtout. Et à côté, il y a quand même... il y a quoi à côté ?
Enfin bref, et en tout cas, en dessous, il y a la description. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Régale-toi, c'est cadeau. Hein. Quand est-ce qu'il va se passer pour la suite? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Là, salut les mélomanes, c'était gentil, il y avait une vidéo de temps en temps, c'est des petits projets sympatoches hein, que je faisais chez moi, avec des gens, voilà. Mais là, clairement, je préchauffais. Hein. Il y a des projets absolument dingues qui vont arriver sur ma chaîne, et promis, pas promis, je promets rien, parce que voilà, je suis pas un politique, hein, mais j'espère sortir 2 grosses vidéos par mois, pendant les prochains mois à venir. C'est donc avec cette vidéo-là qu'on ouvre le bal. Donc là, voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, les mélomanes, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.